Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'il est 7 heures à Bamako, même heure à Ouaga, 8 heures à Niamey, 10 heures à Moscou, en Russie. Le journal Moussa Papa Aïdara. Maliens et Russes se retrouvent une fois de plus à Moscou pour mieux raccorder 4 grands chantiers en cours: énergie atomique, énergie solaire, exploitation minière et affinage de l'or. Sur place, le ministre de l'économie et des finances à la tête de la délégation malienne multiplie les séances de travail avec Rosatom, la partie russe. Fermeture de rideau sur la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Cette rencontre a montré toute la compassion du gouvernement et des personnes de bonne volonté à l'endroit des victimes des inondations dans l'espace AES. 50 millions de francs CFA ont été offerts à la région du Koulikoro qui enregistre le plus grand nombre de sinistres. Et l'AES dans l'actualité, précisément au Burkina, tentative de déstabilisation du pays. La population unanimement condamne les projets criminels portés par des Burkinabés et motivés par des mains invisibles. Reportage à suivre. Dans l'actu des sports, balle au panier, le tournoi de montée en première division se poursuit à Bougouni. Il sera également question de la Coupe du Mali de handball. Les rencontres se poursuivent dans la salle du Palais des Sports, Salamatou Maïga. Notre rendez-vous judiciaire porte ce matin sur la circulaire. La circulaire est une instruction à caractère général qui est adressée à l'ensemble des agents d'un service administratif et prévoit une conduite à tenir. Qu'en est-il de la circulaire devant la justice? Restez jusqu'à la fin de l'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, ce communiqué, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater que depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne française France 24, dénommé Wassim Nasr, s'adonne à des commentaires tendacieux au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les États de la Confédération des États du Sahel, suivant le contenu de ce communiqué lu par Ousmane Dao. Cour d'appel de Bamako, tribunal de grande instance de la commune 6 de Bamako. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater que depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne France 24, dénommé Wassim Nasr, s'adonne à des commentaires tendancieux au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les États de la Confédération des États du Sahel. Les derniers en date remontent au 17 septembre 2024 où, suite aux attaques terroristes perpétrées à Bamako, il indiquait clairement être en contact avec les assaillants qui lui communiquaient en temps réel les objectifs de leur attaque, leur position, les différentes cibles visées ou atteintes et le bilan humain et matériel consécutif. L'analyse combinée des différentes interventions de Wassim Nasr sur les différents médias où il intervient laisse apparaître des prises de position et des commentaires s'assimilant à des actes de publicité et de soutien flagrants aux terroristes et aux actions des groupes armés terroristes sévissant au Sahel. Ces actes s'analysent pénalement comme pouvant constituer des infractions à la loi pénale, notamment celle d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d'apologie du terrorisme et de complicité d'actes de terrorisme. C'est pourquoi le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a décidé de l'ouverture d'une enquête contre Wassim Nasr et tout autre acteur co-auteur et complice des chefs de fait d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d'apologie du terrorisme et de complicité d'actes de terrorisme ci-dessus spécifiés afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, tout en saluant le professionnalisme et la bravoure des forces de défense et de sécurité de la Confédération des États du Sahel, rassure l'opinion qu'une enquête diligente sera menée pour faire toute la lumière sur ces faits graves et mettre leurs auteurs, commanditaires et complices hors d'état de nuire. Ces faits est signé à Bamako le 24 septembre 2024 par le procureur de la République Amadou Bokar Touré.
Je le disais à l'instant, fin de la Semaine nationale de la réconciliation. Cette initiative du gouvernement, qui est à sa 3e édition, a pour but de mener des actions susceptibles de recoudre le tissu social mis en mal depuis plus d'une décennie. Cette année, l'événement était placé sous les signes du soutien aux victimes des inondations dans l'espace AES. La région de Koulikoro, qui enregistre un plus grand nombre de sinistrés, a reçu du gouvernement une somme de 50 millions de francs CFA. Retour sur la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Sénart, c'est avec Tchemoro Konaté. La marche vers l'union des cœurs et des esprits dans un Mali apaisé et prospère, un processus de réconciliation nationale à l'initiative du gouvernement qui y dédie une semaine entière. Cela s'appelle la Sénart, la Semaine nationale de la réconciliation, dont la 3e édition connaît ainsi son épilogue. Souri Ibrahima Doumbia, maire délégué auprès de l'État civil en commune 5 du district de Bamako. Durant près de 15 ans, notre pays a connu une crise multidimensionnelle sans précédent, entraînant un effritement de tissus social des ethnies qui vivaient en bonne harmonie depuis des millénaires, ont été liguées les unes contre les autres. Pour tourner définitivement cette page sombre de l'histoire du Mali, il s'agira de faire de la réconciliation nationale un processus perpétuel. Toutes les actions allant dans ce sens sont les bienvenues et chacun à son niveau est appelé à s'investir pour y parvenir. Actualité oblige, l'événement est placé cette année sous le signe de l'assistance des victimes des inondations dans l'espace AES. Un thème traduit une fois de plus en acte concret à travers l'octroi d'un montant de 50 millions de francs CFA aux sinistrés de la région de Koulikoro à travers le gouverneur. Colonel Lamine Kaporissa Nogo, gouverneur de la région de Koulikoro. La région de Koulikoro a été fortement touchée par ces dernières inondations. Donc c'est un signe de considération et de reconnaissance à l'endroit des populations victimes des inondations. Et je vous rassure que bon usage en sera fait. Il va y avoir une transparence totale autour de la gestion de ce chèque géant. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Cette édition, dont le lancement officiel a eu lieu à Gao, a été marquée par la participation des ministres en charge des questions de réconciliation des pays frères de l'AES. Cette Sénart a été l'occasion de mener une vaste campagne de sensibilisation, de communication et d'assistance au profit des victimes des inondations, ainsi qu'aux équipes de secours. Ces actions ont été accompagnées par des prières collectives dans les mosquées et les églises. Geste symbolique à l'endroit du ministre, un bélier offert par la population de Kangaba. Le don avait été remis samedi dernier au gouverneur Sanogo lors de la cérémonie de clôture de l'étape de cette localité. Expression d'une hospitalité légendaire qui a son ancrage dans les traditions au Mali. 7h08. On vous amène à présent faire un tour à Moscou. Séance de travail avec Rosatom, énergie atomique, énergie solaire, exploitation minière et affinage de l'or. 4 axes de coopération, 4 sujets au centre d'une séance de travail qui a réuni hier Maliens et Russes à Moscou. La délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances est en effet allée faire le point de l'état d'avancement des projets en cours avec la corporation russe de l'énergie atomique Rosatom, des projets d'envergure d'une importance stratégique pour le Mali. On voit tout cela avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Tchédji Kamara. Sur la table des dirigeants de la corporation d'État russe de l'énergie atomique Rosatom, 4 projets majeurs concernant le Mali dans les domaines de l'énergie et des mines. Donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre de ces projets, tel est l'objectif clairement affiché par les deux parties. La centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, dont la première pierre a été posée en mai dernier, figure en bonne place parmi les projets en question. Sa construction est confiée à l'entreprise Novawind, filiale de Rosatom. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait 2 missions de terrain pour aller se rendre compte donc de l'évidence de la disponibilité du terrain. Tous les documents juridiques ont été établis. Les contrats sont en train d'être validés de part et d'autre et nous pensons que la construction de la centrale va commencer incessamment. En matière d'énergie nucléaire, un certain nombre de mémorandums d'entente ont été signés par les deux parties à Bamako en juillet dernier. Le dossier de l'accès du Mali à l'énergie atomique à des fins pacifiques suit son cours ici, avec une visite programmée dès le mois prochain d'une délégation d'experts maliens et de leaders d'opinion sur une des centrales nucléaires les plus modernes de Russie. Se rendre compte de
la performance de la Fédération de Russie dans le domaine et également de se rassurer que c'est une énergie qui est très propre, une énergie qui s'adapte aujourd'hui aux besoins de l'État du Mali. Dans le domaine de l'exploitation minière, la société Rosatom est engagée depuis un certain temps avec notre pays sur la mine de lithium de Bougoula et les dispositions sont en cours pour une exploitation à l'échelle industrielle de ce minerai stratégique dès 2029. Nous avons donné tous les documents juridiques, l'étude de faisabilité est en cours et je pense que dans les 24 mois, l'unité pourra commencer la première production de lithium au Mali. Nous avons également proposé à la Fédération de Russie d'autres produits stratégiques pour lesquels la société Rosatom est également intéressée et nous pensons pouvoir donc développer très bientôt d'autres activités dans le domaine des mines. Et pour aider le Mali à mieux profiter de sa production aurifère, il est prévu la construction dans notre pays d'une unité d'affinage, un projet qui intéresse particulièrement la société Rosatom. Alocénie Sanou, ministre de l'économie et des finances. Dans le dispositif global que nous mettons en place, nous avons nécessairement besoin donc de contrôler, de surveiller toute la production d'exportation d'or. Et pour ce faire, la Fédération de Russie a une grande capacité. Et nous avons révisité le calendrier de mise en œuvre de cette unité pour pouvoir permettre au Mali, dans un partenariat gagnant-gagnant, de travailler avec la Fédération de Russie dans ce secteur. À noter que 4 membres du gouvernement ainsi que leurs collaborateurs, des représentants de la présidence de la transition et du CNT composent la délégation malienne appuyée par la représentation diplomatique du Mali à Moscou. Moscou, Yaya Konaté, Tchédia Kamara pour l'ORTM. Nous sommes à Moscou, restons-y pour aborder l'actualité internationale. D'abord sur le continent africain, au Kenya, Amnesty appelle à la création d'une commission chargée d'enquêter sur les décès survenus lors des manifestations dans le pays. 12 000 signatures ont été rassemblées par Amnesty International pour exiger une enquête judiciaire sur l'usage illégal de la force par la police au Kenya lors des manifestations de juin dernier. L'annonce a été faite hier par l'ONG qui dénonce une répression violente. En République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont manifesté hier mercredi devant le tribunal suprême pour demander la libération des prisonniers politiques dont les 3 figures les plus importantes de l'opposition du pays. À la fin de la manifestation, des représentants des partis politiques ont remis au ministre de la Justice une déclaration accusant le président du Congo, Félix Tshisekedi, de tenter de museler les opposants et de faire taire les voix dissidentes. Toujours la République démocratique du Congo dans l'actualité, cette fois-ci à l'ONU. Le président congolais Félix Tshisekedi a une nouvelle fois attiré l'attention internationale lors de la récente Assemblée générale des Nations unies dénonçant ce qu'il qualifie d'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un discours fervent, il a réitéré des accusations déjà formulées à plusieurs reprises, notamment l'allégation selon laquelle le Rwanda soutiendrait le groupe rebelle M23, entraînant une crise humanitaire sans précédent dans la région. Restons sur le sommet du G20 en marge de l'Assemblée générale. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis au siège des Nations Unies, rassemblant les plus grandes économies du monde dans le cadre d'un événement ouvert aux 193 États membres de l'ONU. La réunion d'hier s'est centrée sur la réforme de la gouvernance mondiale, la faim, la pauvreté et le développement durable. Dans son allocution, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'il est honteux que dans notre monde d'abondance, environ une personne sur 10 soit régulièrement privée de nourriture pendant une journée entière ou plus. C'est ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire très sévère. AES Actualité. Posons à présent nos valises dans l'espace AES, plus précisément au Burkina, au lendemain des révélations faites par le ministre en charge de la sécurité sur les cas de vastes tentatives de déstabilisation du pays. Les langues se délient, la population unanimement condamne les projets criminels portés par des Burkinabés et motivés par des mains invisibles. Les avis de certains citoyens de la ville de Gaoua dans ce dossier réalisé par Christophe Da de Radio Burkina. Révolte, indignation, incompréhension, autant de sentiments exprimés par les citoyens de Gaoua après la sortie télévisée du ministre en charge de la sécurité du Burkina. Réaction de Banine Youl et Olo Daniel Pali. Révolté en ce sens que je ne peux pas imaginer que des Burkinabés puissent donc se comporter de cette manière, organiser un complot pour pouvoir donc tuer des Burkinabés
pour leur intérêt égoïste. Cette sortie du ministre de la Sécurité m'a donné des pincements dans le cœur parce que ça fait mal quand on imagine que ce sont ces personnes qui ont géré les postes stratégiques de ce pays, qui ont peut-être utilisé nos économies pour se retourner contre nous. Face à cette énième tentative de déstabilisation, des Gawavillois recommandent au gouvernement burkinabé la fermeté. Alain Kambiri et René Poda. Aujourd'hui, dans la révolution que nous avons en tout cas entamée au Burkina Faso, je dirais que le traite intérieur ne peut pas être appelé traite intérieur parce qu'il est plus que l'ennemi extérieur. Donc en réalité, nous voulons que ce pouvoir qui est en train de fonctionner actuellement là traite les traites de l'intérieur comme les vrais ennemis. Le gouvernement lève le ton, qui ne se laisse plus dire des choses telles que droits de l'homme, liberté. On n'est pas libre de venir dans ce monde, on n'est pas libre de quitter ce monde, donc on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Les populations doivent également faire preuve de vigilance, foi de ces Gawavillois. Il faut l'engagement de tout le monde. On ne peut pas laisser tout aux forces de l'ordre. Il faut que nous-mêmes, la population, on s'implique. Surtout le renseignement. On ne peut pas gagner cette guerre-là tant qu'on n'a pas un service de renseignement fort. Il faut que chaque population soit un agent de renseignement. Il faudrait qu'on se soude pour encore travailler de mieux en mieux, pour que nous puissions donc garder ce pays-là intact pour les générations futures. Ce 23 septembre, Mahamadou Sana révèle un vaste réseau de déstabilisation visant le Burkina Faso. Nous sommes à présent à Niamey. Le Premier ministre de l'économie et des finances a présidé la deuxième session du Conseil national de crédit. L'agenda de cette instance incluait l'adoption du procès verbal de la session du 9 mai 2024, l'examen du rapport provisoire de l'étude des impacts économiques et financiers, des sanctions prises contre le Niger suite aux événements du 26 juillet 2023, ainsi que le compte-rendu de la réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO qui a lieu le 11 septembre dernier. Compte rendu, Fatih Abdoulaye de la radio du Niger. L'examen du rapport de l'étude des impacts économiques et financiers des sanctions prises contre le Niger par les instances communautaires depuis le 26 juillet 2023 était au centre des travaux de cette deuxième session du Conseil national du crédit. En présidant ces travaux, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a dit que ces sanctions ont entre autres entraîné la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix des produits importés. Mais grâce à la résilience de la population, le pays a pu s'en sortir. Le pays a fait preuve de résilience avec un taux de croissance économique malgré toutes les pressions, les défis, qui est resté positif, 2,4 en 2023, et de bonnes perspectives pour les prochaines années. Le Premier ministre de l'économie et des finances devait ensuite rappeler le contexte dans lequel se tient cette session. Cette session se déroule dans un contexte international marqué par les tensions au Moyen-Orient, on le sait, la poursuite du conflit russo-ukrainien et le maintien du taux directeur des différentes banques centrales assez élevé, notamment dans les pays avancés. Les estimations du Fonds monétaire international font apparaître les estimations de juillet 2024, une croissance économique mondiale estimée à 3,2% en 2023 et devrait se maintenir en 2024 pour s'accélérer légèrement à 3,3% en 2025. Les perspectives au niveau de la région sont assez encourageantes et intéressantes, notamment dans l'UEMOA. Elles demeurent cependant tributaires de l'évolution de la conjoncture internationale. Le Conseil national du crédit, faut-il le préciser, étudie les conditions du financement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement ainsi que les conditions de financement de l'activité économique. C'est le sport à présent. Dans la page sport, bien sûr, la leçon du jeudi porte sur le jeu passif en handball. Et justement, la Coupe du Mali de handball, les rencontres se poursuivent au Palais des Sports dans la salle Salamatou Maïga. Et en ce qui concerne la balle au panier, le tournoi de montée en première division se poursuit à Bougouni. La 4e journée a été déjà bouclée. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kaba. Handball, la Coupe du Mali, les rencontres se poursuivent dans la salle au Palais des Sports Salamatou Maïga. En deuxième journée chez les dames dans la poule A, l'USFAS a battu 26-25 le centre omnisport de Missabougou. L'AS Police a été battu par le Sigidi Kaye, score final 21-26. Chez les hommes, le centre omnisport de Missabougou a été battu 30-33 par l'USFAS.
L'AS Police gagne 28-24 devant le centre omnisport de Lafiabougou. Le programme de cette Coupe du Mali de handball se poursuit cet après-midi avec les oppositions suivantes. Dans la poule A en dames, l'USFAS joue contre le centre omnisport de Lafiabougou et dans la poule B, le CMB affronte l'AS Police. Chez les hommes, on aura dans la poule A Mamaïra contre Centre Omnisport de Missabougou et dans la poule B, le Sigui jouera contre l'AS Police. Basketball, le tournoi de montée en première division se poursuit à Bougouni. La 4e journée a été bouclée. Déjà, les favoris se détachent du lot chez les hommes. Les détails, c'est avec notre envoyé spécial à Bougouni, Salif Ouedrago. Le tournoi de montée en première division du championnat national de basketball a entamé sa 4e journée ce mercredi. Chez les garçons, le centre Mamtoukane a poursuivi son sans faute cet après-midi en dominant le Tata national de Sikasso 79-47. Dans l'autre match, Koukia de Gao signe ainsi sa première victoire 62-60 devant le centre de formation sportive de Kaï. Mahamadou Idrissa Maïga, coach de Koukia. Le match s'est rendu difficile vraiment parce que nous on a fait un long voyage. Quand on fait un voyage de 5 jours, et en réalité c'est pas en une seule journée qu'on peut se reposer. C'est dur, toutes les équipes sont au bon niveau. Toutes les équipes ont un très bon niveau, Pour les 2 premières places, je ne dirais pas qu'il y a espoir, mais ça va aller. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de gagner nos matchs. Ce matin, l'association sportive Ousmane Diaye de Ségou a brillé devant le Devo Club de Mopti 79-68. À la mi-temps, le score était de 43-38 en faveur de la Sonne. À l'issue de cette journée, le centre Mamtoukane, CMK et Faso Kanou mènent la danse avec 3 victoires en attendant leur 4e sortie. Ce jeudi, le Tata national de Sikasso va en découdre avec Kokia de Gao. Le centre Mamtoukane, CMK et le centre Nyani Bayan de Tombouctou vont croiser le fer. En soirée, le choc de cette journée mettra aux prises Faso Kanou et le Devo Club de Mopti. Le match des mal classés va opposer le centre de formation sportive de Kaï et l'association sportive Ousmane Diaye de Ségou. Chez les dames, le centre de référence de basketball de Tombouctou a eu raison du centre Ladi Dadi Kamara de Ségou 65-55. Le programme de la 5e journée prévoit ce jeudi AS Commune 5, centre Ladi Dadi Kamara de Ségou, Union sportive de Sévaré, centre de formation Salmatou Maïga de Kaï, CRBT Attaque Club de Kidal et USM CMK. De Bougouni, Salif Ouedrago pour l'OATM. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le jeu passif en handball. Le jeu passif est une règle assez complexe puisqu'elle dépend en quelque sorte de l'appréciation de l'arbitre. C'est très souvent lié à un manque de volonté pour une équipe de marquer. Isaac Tienou pour le détail. Au handball, il n'est pas permis de conserver le ballon sans qu'une tentative d'attaque ou de tir soit reconnaissable. De la même façon, il n'est pas permis de retarder de manière répétée l'exécution d'un engagement, d'un jet franc, d'une remise en jeu ou d'un renvoi pour sa propre équipe. Cela s'appelle un jeu passif. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif très rapide. Si je ne m'abuse, je pourrais dire même que c'est le sport collectif le plus rapide où il y a beaucoup de contre-attaques. Les gens veulent que cela aille très vite. Mais il se trouve que lors des matchs, il y a des équipes qui cherchent à conserver la balle en tournant en rond. Et quand les arbitres constatent ça, parce que généralement les équipes le font, elles le font soit pour ne pas se rattraper au score ou pour ne pas encaisser trop de buts ou de les cartonner. Elles préfèrent conserver la balle. Pour empêcher cela, les arbitres leur signifient que attention monsieur, vous êtes en train de conserver la balle, on va siffler le jeu passif. Le jeu passif est un point de règlement où c'est à l'arbitre de juger selon son propre ressenti si l'attaque est en situation de jeu passif. La signification est visible au cours des matchs de handball. Il signifie le geste de jeu passif en levant la main, paume ouverte au-dessus de la tête. Tout le monde voit que l'arbitre a la main au-dessus de la tête. Donc attention monsieur, jeu passif. Après avoir levé la main, si les arbitres constatent que l'équipe ne veut pas aller vers le but, faire un tir, il siffle jeu passif. Maintenant, pour les signifier ce jeu passif, il lève la main droite par exemple à l'air,
Pomme fermée et l'autre main, pomme ouverte, il la pose sur l'avant-bras. Cela veut dire qu'il y a jeu passif. Le jeu passif est sanctionné. Amadou Maïga. Le jeu passif a pour conséquence la perte de balle de l'attaquant au profit de la défense. Le jeu passif est un jeu non attractif, voire ennuyant. L'attaque ne montre pas son intention d'aller marquer un but. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire d'aujourd'hui nous conduit à l'école de la circulaire. Règle du droit administratif, la circulaire est un acte par lequel les chefs exercent leur pouvoir hiérarchique envers leurs subordonnés. Dans une formule simplifiée, la circulaire est une instruction à caractère général qui est adressée à l'ensemble des agents d'un service administratif et prévoit même une conduite à tenir. Le but d'une circulaire, c'est d'expliquer ou de commenter un texte aux agents chargés de son application sans le modifier. Quelles sont les circulaires les plus courantes et qui peut prendre la circulaire? La circulaire peut-elle faire l'objet de recours devant la justice? Les réponses avec Gary Bopérou. Instructions ou notes de service sont des mots génériques de circulaire. À cheval entre le décret et l'arrêté, la circulaire est un acte dérogatoire. Généralement à usage interne, la circulaire n'a pas de portée à l'égard des personnes soumises à une autorité administrative. Tout de même, son contenu en République du Mali doit être conforme à la loi et au règlement en vigueur. Souri Diakité, premier rapporteur public de la section administrative de la Cour suprême. La circulaire est un texte pris par une autorité administrative pour expliquer aux agents ou alors aux services déconcentrés placés sous son contrôle le sens d'un texte de loi ou d'un décret. Par exemple, un texte de loi est adopté ou alors un décret est pris par l'autorité exécutive, eh bien, l'autorité chargée de son application en informe ses subordonnés par le biais de la circulaire. L'autorité se sert aussi de la circulaire pour porter à la connaissance de ces mêmes agents l'information sur des textes ou alors sur des événements, des activités qui se produisent au niveau du service. Il y a plusieurs types de circulaires. La circulaire interprétative qui fait par exemple le rappel d'un droit déjà existant, tandis que celle dite réglementaire est une véritable décision. Dans ces derniers cas, la circulaire est le manifestement intentionnel de son auteur à vouloir modifier une disposition juridique. La circulaire interprétative, c'est celle-là qui est classée parmi les mesures d'ordre intérieur. Autrement dit, les actes d'organisation interne d'un service. Ces actes sont considérés comme des actes non décisoires. À l'opposé, la circulaire, appelée circulaire réglementaire, prend un caractère obligatoire, un caractère impératif qui change la situation de l'administré. Si je prends un exemple, une circulaire qui mute un agent qui se trouve dans un mouvement syndical, le déplacement de ces agents est quand même réglementé. Et donc, si par la circulaire, vous déplacez quelqu'un, vous mutez quelqu'un, vous lui faites greffe. Et ce genre de circulaire n'est pas une simple circulaire interprétative, c'est une circulaire réglementaire. Qu'elle soit réglementaire ou interprétative, qui doit et surtout à quel moment prendre une circulaire? Toutes les autorités administratives, de façon générale, qui exercent un pouvoir hiérarchique, peuvent prendre la circulaire. À commencer par le chef de l'État, le Premier ministre, les directeurs et même les préfets. Dans un passé récent, lorsque le chef de l'État nomme un Premier ministre, il lui adresse une lettre de cadrage pour orienter en quelque sorte la politique que le Premier ministre doit conduire. Et on a également vu que lorsque le Premier ministre est nommé, il prend une circulaire qu'il adresse aux différents ministres pour expliquer le travail gouvernemental. En 2013 et 2014 également, on a vu les premiers ministres d'alors qui ont pris des circulaires pour appliquer la loi portant désignation des directeurs des EPA, les établissements publics à caractère administratif, qui prévoit l'appel à candidature. Dans quelles circonstances la circulaire peut par exemple faire l'objet de recours devant la justice? Une circulaire ne doit pas être prise à la place d'un décret. Si la loi prévoit par exemple qu'un décret doit être pris pour son application,
Ce n'est pas la circulaire qu'il faut prendre là-bas. Courante, la circulaire est une approche administrative qui permet aux agents de faire preuve d'efficacité. Car cela ne tienne, il faut constamment vérifier si son auteur est compétent ou si la circulaire n'est pas contraire aux normes administratives ou si le metteur n'est pas dans un cas de détournement ou excès de pouvoir. Désormais, vous savez tout sur la circulaire. Merci Garibou Pérou. 7h30. Moussa Papaïdara a pris un grand plaisir à vous présenter cette édition qui a été mise en onde par Mamadoubé Diallo, mise en ligne Abdelaziz Koulibaly et Badji Touré, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Qu'est-ce que le ciel vous réserve? Eh bien, suivez la page météo tout de suite avec Soumaïla Sissé. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Ravissante journée à tous en compagnie des programmes de l'ORTM.